Merci d'être rentré à l'heure de la plage et de la sieste. Le titre initial de cette présentation, c'était Chimie locale. Bon, Marc voulait que je vous parle de sonde atomique tomographique, et ce n'est pas la seule technique qui permet de faire de l'analyse chimique à l'échelle atomique, donc évidemment, je vais parler aussi des autres techniques. Donc c'est pour ça que j'ai changé un petit peu le titre. Je vais aussi vous parler des HEA, qu'est-ce qu'on peut en faire, et ça va être un peu le fil conducteur de la présentation. Alors on a eu pendant toute la semaine, enfin les quelques jours précédents, quelques évocations de cette technique. Vous avez vu des données, donc vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Voilà, ça fait des belles images, comme celle-là. Et si on doit résumer en une petite phrase ce que ça fait, ça vous donne une cartographie chimique en 3 dimensions à l'échelle nanométrique. Donc ça, évidemment, on comprend bien tout l'intérêt de la technique, puisqu'on va avoir ici un accès à la 3e dimension. Alors pourquoi c'est important d'avoir accès à la 3e dimension? Évidemment, si ça veut bien marcher. Même quand on a la 3D, on sait qu'on travaille toujours sur des images en 2D, donc on est toujours un petit peu embêté, mais on voit bien ici qu'en fonction de la projection que vous n'avez pas forcément la même vision de votre microstructure. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire pour les HEA, puisque c'est une école sur les HEA. Alors, si vous lisez ce papier de Gangsha, il a répondu à la question. Donc en 10 pages, vous avez tout ce qu'on peut faire avec la sonde atomique pour les HEA. Donc c'est pour ça que je vous le mets là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer rapidement. On en a discuté un petit peu dans la semaine. On fait des solutions solides. Sont-elles homogènes? Est-ce qu'on a de l'ordre à courte distance? C'est des questions auxquelles on peut essayer de répondre avec la sonde atomique tomographique. On a parfois des précipités qu'on veut ou pas, des secondes phases. On a envie de mesurer leur composition. Si c'est des nanoparticules, il va y avoir probablement que la sonde atomique qui va pouvoir répondre à cette question-là. Et puis on a parfois des défauts, des joints de grains, des dislocations, des macles, sur lesquels on peut avoir des ségrégations. Et bien encore une fois, la sonde atomique est un outil qui est particulièrement bien adapté pour mesurer ces choses-là. Voilà, donc ça c'était la sonde atomique pour les HEA en 2 minutes. Donc ça c'était, je pense que vous saviez déjà. Et maintenant, quel est le but de ce cours? À quoi ça sert de faire un cours ici? Donc, moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est de vous donner les bases pour pouvoir avoir un regard critique sur ce que vous allez trouver dans la littérature. Notamment, Jean-Marc disait, quand je construis des bases de données, je regarde ce qui est dans la littérature. Dans quelle mesure vous pouvez avoir confiance dans ce qui est publié? Donc pour ça, il faut avoir un regard critique sur les données. Et pour avoir ce regard critique, vous avez, je pense, besoin de savoir comment les données sont collectées, donc comment fonctionne l'instrument, comment on traite ces données, la reconstruction 3D, et après les informations, comment elles sont extraites. Et puis, il n'y a pas que la sonde atomique dans la vie, donc comment ça se compare aux autres techniques, notamment la microscopie électronique à transmission analytique, l'EDS, l'ILS, on peut faire aussi beaucoup de choses avec. Et puis je terminerai par quelques petits aspects de la microscopie corrélative et notamment les derniers développements instrumentaux qu'on fait au laboratoire. La bonne nouvelle, c'est que si jamais vous êtes fatigué après avoir trop nagé à la plage et que vous décrochez dans la première partie, vous pourrez vous raccrocher à la deuxième, elles sont à peu près indépendantes. On peut savoir comment on traite les données sans trop savoir comment on les récupère. Et puis si vous décrochez à la deuxième, vous pourrez éventuellement toujours vous accrocher à la troisième. Je parlerai de microscopie électronique à transmission, qui est une autre technique. Et puis vous l'avez peut-être compris, quand vous allez voir réapparaître l'article de Gangsha, c'est qu'on sera proche de la fin, ça commencera à sentir le café. Ce sera notre conclusion, on regardera un petit peu avec tout ce qu'on aura appris ici, comment on peut analyser ces données de sonde atomique sur les HEA. Alors, pour commencer, à quoi ça ressemble une sonde atomique? Vous allez voir que je vais prendre je vais reprendre l'histoire pour vous introduire la technique. J'aime bien ces présentations un peu historiques. Donc ici, à gauche, vous avez une des toutes premières sondes atomiques qui a été construite au monde. C'était au PNNL, dans le laboratoire de Erwin Müller, dont je parlerai un petit peu après. À l'époque, c'était des instruments uniquement conçus dans les laboratoires. Voilà, et ça, c'est une photo qui a été prise il y a un mois dans mon laboratoire. Tom Verret, doctorant, qui utilise cette sonde atomique tomographique. La différence, c'est que maintenant, on a des instruments qui sont commerciaux, pour lesquels il faut quand même débourser un petit budget, voyez, entre 2 et 3 millions d'euros, en fonction de l'équipement que vous souhaitez. Et la photo est en couleur, effectivement. Alors, Erwin Müller, ça c'était la sonde atomique de son laboratoire. Quelqu'un de très important pour la communauté. 1951, c'est lui qui a inventé le microscope ionique.
Alors vous allez dire, c'est quoi le microscope ionique? On parle de sonde atomique ou de microscope ionique? Vous allez voir qu'on va d'abord parler du microscope ionique pour bien comprendre ce que c'est que la sonde atomique. Et c'est quand même le premier homme qui a vu des atomes, puisque c'est lui qui a construit le premier microscope qui permettait de voir des atomes. Ce n'est pas le microscope à effet tunnel, c'est le microscope ionique qui a permis de voir les atomes pour la première fois. Et puis vous voyez la deuxième ligne rouge ici, en 1967, c'est lui qui a inventé la sonde atomique. Alors à l'époque, c'était juste AP, sonde atomique, il n'y avait pas encore tomographique, on verra quand est-ce que c'est venu un petit peu plus tard. Alors, ce qui est assez intéressant avec ces deux techniques, la microscopie ionique et la sonde atomique tomographique, c'est que si vous comparez ça à toutes les autres techniques de caractérisation, il n'y a pas besoin de source de rayonnement. Vous faites de la diffraction des rayons X, il y a des rayons X. Vous faites du MEB, il y a une source d'électrons. Vous faites du MET, il y a une source d'électrons. Là, on n'en a pas besoin. Et les principes physiques qui sont derrière, pour la microscopie ionique, c'est ce qu'on appelle l'ionisation par effet de champ. Et pour la sonde atomique, c'est l'évaporation par effet de champ. Alors tout ça, ça nécessite d'avoir des champs électriques qui sont très importants. L'ordre de grandeur des champs électriques pour avoir ces phénomènes-là qu'on exploite dans ces deux techniques-là, c'est de l'ordre de 100 à 500 volts par nanomètre. Alors comment on fait pour avoir des champs électriques aussi importants? Eh bien, on se sert de ce qu'on appelle l'effet de pointe. Donc on fait des pointes très fines. Ça va être notre échantillon auquel on va appliquer de la haute tension. Et le champ électrique qui va être récupéré à l'extrémité de cet échantillon, il est proportionnel au potentiel que vous appliquez divisé par le rayon. Donc si le potentiel est de l'ordre de quelques kilovolts, si le rayon est de l'ordre d'une vingtaine, cinquantaine de nanomètres, eh bien le champ électrique va être suffisant pour générer soit de l'ionisation par effet de champ, soit de l'évaporation par effet de champ. Mais ça, c'est très important, c'est la base de l'instrument, et on est contraint de faire des échantillons qui auront cette morphologie-là toujours, avec un rayon de courbure à l'extrémité qui sera toujours inférieur à 100 nanomètres. Alors je vais commencer, comme j'ai dit, par le microscope ionique. Vous retrouvez ici à gauche ma pointe. On la refroidit. Je reviendrai un peu sur l'importance de la température après, mais c'est notamment pour limiter l'agitation thermique. On lui applique quelques kilovolts, ça c'est pour avoir un champ électrique suffisamment important. On l'introduit dans une enceinte dans laquelle on met une faible pression de gaz inerte. On ne veut pas d'oxydation, donc on va mettre des gaz rares, néon, hélium ou argon. Et puis sous l'effet de ce champ électrique, les atomes de gaz au voisinage de la pointe vont s'ioniser, ils vont être accélérés dans le champ électrique et vont venir percuter un détecteur qui est situé de l'autre côté. Alors, il faut faire attention à ce schéma qui est totalement faux, puisque vous voyez ici, j'ai quand même indiqué que cette distance entre l'échantillon et le détecteur est bien supérieure au rayon là. Le rayon, c'est de l'ordre de 50 nanomètres. La distance là, c'est typiquement 5 à 10 cm. Voilà, mais sur le tableau, il fallait que je fasse tenir tout. Alors, juste deux mots sur le détecteur qui nous permet finalement d'obtenir une image, et on parlera après de l'image. On utilise ce qu'on appelle des galettes de microcanaux, j'en reparlerai un petit peu après plus tard. Elles nous servent à créer des électrons qui vont irradier un écran de phosphore, et ça va nous créer de la lumière, ça va vous faire une image. C'est toujours comme ça qu'on fait de la microscopie ionique. Alors ça, c'est une image typique, écran de phosphore, c'est vert, une image typique de ce qu'on obtient sur un microscope ionique. Ça, c'est une image obtenue sur un acier low carbon steel, donc un acier faiblement allié au carbone. Alors pour comprendre cette image-là, on va essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe à l'extrémité de la pointe. J'ai un matériau cristallin, donc ça c'est des images de STEM qui vous montrent l'extrémité de la pointe. Et à l'extrémité de la pointe, on voit qu'on a l'intersection des plans cristallins avec la forme hémisphérique de la pointe, donc ça vous fait des terrasses atomiques. Alors si je schématise tout ça, vous avez ici vos terrasses atomiques. Et vous voyez ici que localement, j'ai un rayon de courbure qui est beaucoup plus petit que le rayon macroscopique, et ces sites-là vont être des sites préférentiels d'ionisation pour les atomes de gaz. Donc les atomes de gaz vont préférentiellement s'ioniser sur ces sites-là, qui sont les bords des terrasses atomiques. Et lorsqu'ils sont projetés, je vais revenir en arrière, donc ils sont ionisés préférentiellement sur ces sites-là, et après ils sont projetés, et leur projection, elle suit le gradient de champ électrique, donc elle est perpendiculaire aux équipotentiels de champ électrique, et ça nous donne une loi de projection qui est presque une projection stéréographique. Donc on a un peu parlé de projection stéréographique dans d'autres présentations. Si le point de projection était là, ce serait une projection stéréographique. Vous voyez qu'on est un petit peu reculé, donc on a ce qu'on appelle, nous, un facteur de compression d'image. Voilà. Et les trajectoires sont exactement ou très proches de cette projection quasi stéréographique. Alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? À partir de là, on peut calculer le grandissement. Si on connaît la distance L là, qu'on a un ordre d'idée de la grandeur du rayon, vous voyez qu'on arrive tout de suite à un grandissement de l'ordre de 1 million. Alors comme la limite de résolution de l'œil, vous savez que c'est à peu près 0,1 mm,
avec ça, on va être capable de voir des détails qui sont de l'ordre du nanomètre ou de l'angstrom, donc suffisant pour avoir une résolution atomique en principe. Oui. C'est l'angle de cône qui est là. Si on avait une sphère, juste, mais on ne pourrait pas la tenir, mais si on avait une sphère, ce serait une projection qui serait... c'est à cause de la forme des équipotentiels de champ électrique. Donc toi, si tu as une sphère, ce serait comme ça, donc ce serait une projection stéréographique. Tu prends ce que tu as. Et on verra que ça, c'est un paramètre qui entre dans la reconstruction. Effectivement, bon. Le fait est qu'on en parlera après de la préparation d'échantillons, c'est assez reproductible. Alors maintenant, si je reviens à mon image de tout à l'heure, j'ai donc la projection de cette surface de mon échantillon sur, donc qui est une surface courbe, sur un plan. Chaque petit point que vous voyez ici, là, sur le bord de la terrasse atomique, ici c'est des plans de type 1, 1, 0, eh bien ce sont des atomes, tous les petits points que vous voyez là. Alors pourquoi on voit ces cercles-là? C'est l'intersection des plans avec une sphère. Ça vous fait des cercles. Et puis, vous êtes habitué aux projections stéréographiques. Une distance, ça équivaut à un angle. Donc voilà, ça, c'est les bords de terrasse atomique qui sont sur les côtés, qui ont été projetés sur mon écran. Donc c'est d'autres directions cristallographiques. Voilà, pour ceux qui ont du mal à voir ça, vous avez Erwin Müller, là, il s'était amusé avec des balles de ping-pong, je ne sais pas combien, à représenter cette pointe à l'échelle atomique, voilà, pour essayer d'expliquer quel était le contraste qu'on obtenait en microscopie ionique. Alors, quand vous voyez les atomes, vous êtes capable de voir des défauts. Alors, on est capable de voir des lacunes s'il manque un atome, donc ça notamment dans des matériaux irradiés où on produit beaucoup de lacunes, ça c'est du tungstène irradié. On voit que là, il y a un point lumineux qui devrait être là et qui n'est pas là. Idem ici. Donc on peut voir des lacunes. Les autres défauts que vous connaissez bien, c'est les dislocations. Si j'ai une dislocation vis, eh bien, au lieu d'avoir des cercles concentriques, là, je vais avoir une spirale. Bon, puis quand on a un petit peu l'œil, on est même capable de détecter la composante coin de la dislocation ici. Et puis les autres défauts, vous l'attendiez, c'était les joints de grains. Donc là, j'ai pris un cas un petit peu extrême. J'ai pris du nickel nanocristallin, taille de grain 20 à 30 nanomètres. Ça, c'est ma pointe en jaune. Voilà, donc j'ai, je ne sais pas, une dizaine de grains ici. Donc on voit ici tous ces joints de grains, toutes ces zones qui sont assez mal définies. On est capable d'identifier tous ces joints de grains. Alors, ce qu'Erwin Müller avait détecté très vite, parce que là, je dis, on fait une image de la surface, mais ça, c'est pas très intéressant de faire une image de la surface. Ce qu'on veut, c'est explorer en profondeur. Alors ça, Erwin Müller, il l'avait vu assez vite. Si on augmente le potentiel, là, le champ devient suffisamment important pour avoir de l'évaporation par effet de champ. Donc, c'est les atomes de la surface qui sont ionisés, accélérés. Et là, on va pouvoir évaporer couche atomique après couche atomique. Alors, je reprends ici mon nickel nanocristallin. Vous avez vu que ce n'était pas le même échantillon. Ici, on doit avoir 4 ou 5 grains seulement. J'ai un grain en haut là, un grain là, un grain là et un grain là. Alors, on voit une image qui clignote un petit peu. Là, c'est un film. On est en train d'augmenter le potentiel. Et donc, si je regarde par exemple ici, là, j'ai des terrasses atomiques et on voit que les atomes en bord de terrasse s'évaporent. Voilà, jusqu'à ce que la terrasse soit complètement évaporée. Quand vous avez une terrasse qui est complètement évaporée, ça veut dire que vous avez progressé dans votre échantillon d'une distance interréticulaire. Donc on peut évaporer notre échantillon, couche atomique après couche atomique, explorer en profondeur, et de cette façon-là, observer par exemple vos défauts. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'évaporation par effet de champ. Alors on voit ces cercles, ces atomes en bord de terrasse qui s'évaporent. Pourquoi ce sont eux qui s'évaporent? Si on modélise le champ électrique à la surface de l'échantillon, à l'échelle atomique, eh bien, on s'aperçoit que ce sont eux qui subissent le champ électrique le plus important et donc la probabilité d'évaporation la plus grande. Oui. En plus. Mais c'est aussi eux qui subissent le champ le plus important. Mais c'est effectivement ceux qui sont le moins liés. Tout à fait. Alors on étudie rarement des matériaux purs, parfois, mais rarement. Et on peut avoir des matériaux multiphasés. Et ce qui est assez intéressant avec la microscopie ionique, c'est qu'on peut avoir un contraste entre différentes phases. Alors ça, c'est lié au champ d'évaporation. C'est ce que j'ai essayé de résumer ici. Le champ d'évaporation, il dépend de plusieurs choses. Donc le champ d'évaporation, c'est le champ dont on a besoin pour évaporer les atomes. Alors il dépend de la température. Plus la température est basse, plus ce champ est élevé. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on refroidit l'échantillon, mais je vous expliquerai pourquoi après. Et puis il dépend de l'énergie de liaison des atomes. Donc il va dépendre de la phase, et il va dépendre
de la composition, de la structure cristallographique. Donc ça va vous donner un contraste de phase. Pourquoi? Ici, vous avez par exemple encore un acier dans lequel on a des carbures de niobium. Le niobium a un très haut champ d'évaporation. Et vous voyez que ces carbures, ils apparaissent brillants. Alors pourquoi ils sont brillants? Parce que pour évaporer le niobium, vous avez besoin d'un champ supérieur. Donc localement, le champ électrique, il est plus important près des carbures de niobium que près de la matrice ferritique. Alors ça veut dire aussi une autre chose, et on en reparlera après. Ça veut dire que là, votre surface, elle n'est plus très régulière. Là où vous avez un carbure de niobium, vous avez une petite aspérité localement. Donc ça va nous poser des problèmes, comme on verra pour la reconstruction en 3 dimensions, quand on parlera de la sonde atomique. Alors tous les carbures apparaissent pas brillants, c'est pour ça que j'ai mis aussi cet exemple-là. Ça c'est un acier perlitique, des lamelles de cémentite dans de la ferrite. Dans l'échantillon, les lamelles étaient probablement orientées comme ça. Et on voit ici cet anneau, donc là c'est la séquence d'évaporation de la gauche vers la droite. Et on voit ici cet anneau-là qui se rapproche, donc c'est la lamelle qui se rapproche de l'extrémité. On n'observe que la partie extrême. Et ici la lamelle de cémentite qui est ici. Donc tous les carbures ne sont pas brillants, c'était le message de cette diapo-là. Ça dépend, en fait ici, le champ d'évaporation des carbures de niobium est supérieur à la matrice, et ici, le champ d'évaporation de la cémentite est inférieur à celui de la matrice. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne sait pas a priori, qu'on découvre expérimentalement quand c'est des nouveaux matériaux. Alors ce qu'on fait aujourd'hui avec la microscopie ionique, on continue à en faire. Il n'existe pas d'instruments commerciaux, il n'y a pas d'entreprises qui vendent des microscopes ioniques, donc ça c'est seulement dans les laboratoires qui sont capables de les fabriquer, donc il en existe quelques-uns dans le monde, et à Rouen nous en avons. Eh bien, on enregistre des séquences d'images au cours de l'évaporation. On prend ces images, on est capable de les empiler, alors en corrigeant la courbure, etc., de mesurer la profondeur à laquelle on a évaporé en comptant le nombre de plans qu'on a vu passer sur les images. Et puis, à partir de ça, on est capable de générer un volume en 3 dimensions qui nous montre la distribution des atomes qu'on a observés. Et donc ça vous montre notamment quand vous avez un contraste de phase, entre 2 phases comme je viens de le montrer. Donc ça, ici, c'est des petits précipités riches en nickel et en fer dans du cuivre, d'avoir accès à leur morphologie et à leur taille. Mais bien évidemment, ce qui vous manque ici, c'est la composition chimique. On ne sait pas, tous les atomes sont blancs, on ne sait pas quelle est leur nature chimique. Donc l'étape d'après, et j'en arrive enfin à la sonde atomique, mais vous voyez tout de suite naturellement le lien, on a le même échantillon. Cette fois, on travaille dans l'ultravide, parce qu'on va s'intéresser aux atomes de mon échantillon et non plus à imager la surface. Donc on applique de la haute tension à notre échantillon, et le champ devient tellement important que les atomes de surface vont s'évaporer, vont être accélérés dans le champ électrique et vont venir heurter le système de détection. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer le temps de vol, le temps que ces ions mettent à parcourir la distance entre la pointe et le détecteur, et on va identifier la nature chimique des atomes en calculant leur masse à partir de ce temps de vol. Ça, c'est ce qu'on appelle de la spectrométrie de masse à temps de vol. Alors pourquoi on peut faire ça? J'ai ressorti l'article de 1968 d'Erwin Müller, qui a fait une hypothèse très simple. Il a dit toute l'énergie de mes ions, là, quand ils sont évaporés, elle est transformée en énergie cinétique. Leur énergie, c'est ça. N, c'est leur charge. E, la charge d'un électron. V, le potentiel que j'applique. Et là, vous retrouvez 1,5 de mv2. Ça, c'est la longueur de vol. Ça, c'est le temps de vol. Donc, il a fait une simple hypothèse que les ions n'ont pas de vitesse initiale. Donc, si on refroidit suffisamment, c'est une hypothèse qui est tout à fait raisonnable. Et puis, on néglige la phase d'accélération. Ça, c'est une hypothèse qui est aussi assez raisonnable parce que la phase d'accélération, c'est uniquement très proche de la pointe. Or, la longueur de vol est bien plus grande que le rayon de la pointe. Alors évidemment, pour faire ça, il faut connaître la longueur de vol. Donc ça, c'est entre votre échantillon et le détecteur. Ça se mesure assez facilement. Par contre, il faut mesurer ce temps de vol. Pour mesurer ce temps de vol, il faut savoir quand les atomes quittent l'échantillon. Et pour savoir quand ils quittent l'échantillon, on a besoin de déclencher l'évaporation. Alors on a 2 façons de faire ça. La première, c'est soit d'appliquer des impulsions électriques. La seconde, d'appliquer des impulsions laser. Alors j'ai mis un petit schéma ici pour que vous compreniez ce qui se passe. En fait, on applique là le VDC, c'est un potentiel continu à l'échantillon. Pour se placer, ici, j'ai représenté le champ électrique en fonction de la température. Et la ligne verte ici, c'est le champ d'évaporation. Alors vous voyez que plus la température est élevée, plus le champ dont j'ai besoin pour évaporer baisse. Donc ce qui veut dire qu'en bas, là, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'évaporation par effet de champ. Ici, vous avez l'évaporation par effet de champ. On applique un potentiel continu pour se placer là, juste en dessous. Il n'y a pas d'évaporation. Et je vais appliquer des impulsions électriques pour explorer cette zone-là
de temps en temps, quand j'aurais voulu, ou des impulsions laser pour explorer ici. Donc dans un cas, j'ai une impulsion de champ électrique, dans l'autre cas, j'ai une impulsion de température. Dans tous les cas, c'est au moment de l'impulsion que je vais avoir une probabilité d'évaporation suffisante pour avoir de l'évaporation, et c'est comme ça que je vais savoir quand mes atomes quittent l'échantillon. Donc ça me donne le top départ des atomes. Alors, quelques ordres de grandeur. Évidemment, on ne veut pas des impulsions trop longues. Si on veut faire une mesure précise du temps, typiquement, les temps de vol, c'est de l'ordre de la microseconde ou moins. Donc, on va appliquer des impulsions électriques qui vont être de l'ordre de la nanoseconde. Pour les impulsions laser, on ne veut pas que ça chauffe trop. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, c'est plutôt typiquement des impulsions de l'ordre de la picoseconde ou moins. Et puis, aujourd'hui, avec les équipements modernes, on est capable d'aller à des fréquences qui sont de l'ordre de 500 kHz. Ça veut dire que 500 000 fois par seconde, vous donnez l'opportunité aux atomes de surface exposés aux zones où le champ est le plus élevé de s'évaporer. Donc évidemment, on a envie de ça permet d'aller récolter plus vite vos données, parce que plus vite à 500 kHz qu'à 10 kHz, évidemment. Alors, historiquement, Erwin Müller, lui, n'avait que des impulsions électriques. Les impulsions laser sont apparues entre 2005 et 2010, 2010 pour les instruments commerciaux. Tant qu'on n'avait que des impulsions électriques, on était bien évidemment limité aux matériaux pour lesquels la résistivité électrique était relativement faible. Si vous envoyez une impulsion sur une ligne ouverte, vous avez une très forte atténuation. Donc on était limité principalement aux métaux. Et puis avec les lasers, évidemment, vous êtes beaucoup moins limité. La conductivité électrique n'est plus une limite. Donc on peut maintenant analyser tout type de matériaux. Donc on a le choix entre ces deux types d'impulsions, laser ou électrique. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, et en particulier pour les HEA, qui sont des matériaux métalliques, donc on pourrait se dire, après tout, l'un ou l'autre, ça va être pareil, ça ne va pas être tout à fait pareil quand même. Et là, je voudrais insister sur la raison pour laquelle on est obligé de refroidir l'échantillon. Pourquoi on refroidit l'échantillon dans des intervalles de température qui sont entre 20 et 100 Kelvin? Typiquement, voilà ce qui peut se passer. Si j'ai un matériau qui est composé de plusieurs éléments, avec des champs d'évaporation différents, on ne veut surtout pas se retrouver dans une situation comme celle-ci. Ici, je représente le champ en fonction du temps, donc il varie, j'ai des impulsions. Mais on ne veut pas qu'entre mes impulsions, le champ soit supérieur au champ d'évaporation de la phase B, qui est inférieur au champ d'évaporation de la phase A. On a plutôt envie d'être dans cette configuration-là. Et typiquement, à haute température, l'écart entre les champs d'évaporation des différentes espèces chimiques est plus grand. Donc on est souvent dans des situations comme celle-là. Donc en baissant la température, ça permet de réduire ces écarts-là. Alors, on fait de la spectrométrie de masse à temps de vol. Donc, on récupère ce qu'on appelle des spectres de masse. Ici, c'est le nombre d'événements récoltés. Et ici, on a représenté en fonction du rapport masse sur charge. Je vous remonte l'équation qu'on avait tout à l'heure. Les seuls inconnus dans cette équation-là, c'est M et N. Donc, ce qu'on va tracer, c'est le nombre d'événements en fonction de ce rapport masse divisé par la charge des ions récoltés. Alors pour les métaux de transition, vous voyez qu'on a souvent dans les conditions d'analyse classiques, on a souvent des ions 2 fois chargés, pas toujours, mais souvent. Ce qu'il faut retenir ici sur cette diapo-là, c'est que la résolution en masse, elle est suffisante, vous voyez, pour séparer même les différents isotopes du nickel. Donc en principe, ça nous permet de faire des mesures quantitatives sur la plupart des matériaux. On a suffisamment de résolution en masse sur nos instruments aujourd'hui. Alors cependant, on doit faire avec la nature, qui parfois n'est pas toujours sympa. Parce que si on regarde un petit peu les différents isotopes, vous savez peut-être qu'il y a un isotope du fer 54 et un isotope du chrome 54. Donc il y en a un qui est du chrome, l'autre qui est du fer, ils ont la même masse. Donc ce qui veut dire que sur ce pic-là, qui est à 27 unités de masse atomique, en rapport masse sur charge 27, vous ne savez pas si vous avez récolté un atome de fer ou un atome de chrome. On a potentiellement le même problème entre le fer 58 et le nickel 58. Alors ça, c'est ce qui nous gêne beaucoup. On peut s'en sortir quand même, évidemment, puisqu'on connaît les abondances naturelles des différents isotopes, donc vous êtes toujours capable de corriger une composition en tenant compte de ces abondances naturelles. Par contre, dans votre volume, quand on reviendra à la 3D tout à l'heure, quand vous avez un événement qui correspond à ce rapport masse sur charge-là, évidemment, vous ne saurez jamais si c'était un atome de fer ou un atome de chrome. Donc ça, il faudra toujours faire avec. Bon, et puis ça, c'est en échelle linéaire. Voilà, si je représente en échelle log, tout de suite, ça a l'air un peu moins joli, parce que vous voyez notamment que
j'ai un bruit de fond. Alors ça, c'est lié au système de détection qu'on utilise, c'est inévitable, on a toujours du bruit de fond sur nos mesures. Donc évidemment, ça va jouer sur la limite de détection. Si j'ai une espèce chimique qui est très peu abondante, eh bien, j'aurais du mal à faire ressortir son pic à cause de faire ressortir un pic à cause du bruit de fond. Donc typiquement, la limite de détection pour une sonde atomique, c'est de l'ordre de 20 à 50 ppm. Évidemment, ça va dépendre de votre espèce chimique. Si vous avez de l'azote, c'est monoisotopique, donc vous aurez tout l'azote sur un seul pic. Si vous prenez du molybdène, il doit y avoir 5 ou 6 isotopes, donc ça va être un peu plus compliqué. Forcément, la limite de détection ne va pas être la même. Donc il n'y a pas de limite de détection absolue, ça va vraiment dépendre du matériau et de l'espèce chimique qui vous intéresse. Et puis ça dépend aussi évidemment des conditions d'analyse. On est capable d'avoir plus ou moins de bruit de fond en fonction des conditions d'analyse. C'est des choses qu'on peut optimiser aussi. Le bon côté des choses, c'est qu'on a très très peu de contamination. Si on compare avec la microscopie électronique à transmission, dont je parlerai tout à l'heure, ceux qui sont familiers de cette technique-là, on a classiquement de la contamination au carbone quand on commence à faire de l'analytique. Ici, non. Pourquoi? Parce qu'on est sous ultravide, et deux, on analyse notre matériau. Ce qu'on récupère, c'est les atomes qui sont à l'intérieur de notre échantillon, donc même s'il y a une contamination de surface, on ne l'a pas. Alors, tout n'est pas parfait quand même. Et là, je suis obligé de parler un petit peu plus en détail de détecteurs qu'on va utiliser. Pour être capable de détecter ces ions, ici, on a besoin d'utiliser, comme pour la microscopie ionique, ce qu'on appelle les galettes de microcanaux. Alors, c'est des galettes comme ça, pleines de petits trous. Quand un ion arrive dans un trou, ça vous génère à la sortie une gerbe d'électrons, et c'est cette gerbe d'électrons qui va nous donner un signal suffisant qu'on va pouvoir capter avec notre détecteur. Et là, vous l'avez compris, si un ion ne tombe pas dans un trou, eh bien, on ne le détecte pas. Donc lui, il est perdu. Et comme on ne peut pas avoir une galette avec 100% de trous, on va forcément perdre des atomes. Joker. Si tu tapes MCP sur Google, je pense qu'il va te dire en quoi c'est fait, mais franchement, je ne sais pas. Mais c'est du verre. Typiquement, je pense que c'est SRTiO2, qui sont métallisés et polarisés. Mais le principe, c'est que quand un ion, quand un ion arrive dans un trou, les trous ils sont inclinés par rapport à la trajectoire de l'ion, on le voit ici, et ça vient taper la paroi du trou, et ça génère des électrons secondaires, et comme les galettes sont polarisées, eh bien, on a une multiplication du nombre d'électrons, donc c'est un multiplicateur de charge. Alors aujourd'hui, le rendement, ou le taux de détection, ou le pourcentage de surface ouverte sur les galettes, ou de trous, est de l'ordre de 80%. Alors que vous voyez, pour arriver à ça, là, ils sont même arrivés à 90%, donc il y a des chanfreins sur les bords des trous, etc., pour essayer de détecter tous les ions possibles. Bon, néanmoins, sur la plupart des instruments, on est rarement au-dessus de 80%, parfois seulement à 50%. Ça dépend des technologies qui sont utilisées. Donc ça veut dire qu'on ne détecte pas tous les atomes, c'est ça qu'il faut bien retenir. Il y en a qu'on ne détecte pas. Ce n'est pas si grave, parce que c'est purement statistique. Donc ils sont tous traités de la même façon, ce n'est pas du tout sélectif. Donc quelle que soit la nature chimique, vous avez autant de chances d'arriver dans un trou, a priori. Donc ce n'est pas sélectif. Mais on ne les détecte pas tous, et on verra que ça a une importance après. Bien, alors... Eh bien, je n'ai pas révisé mes galettes de microcanaux aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est écrit là? Oui, 12 microns là. Voilà, 12 microns. Ne me demandez pas comment ils sont fabriqués. Je peux juste vous dire le prix. Généralement, on en empile 3 pour avoir assez de signal, et c'est à peu près 10 000 € la pièce. Ce qui est finalement pas si cher quand vous comparez ça au prix d'une caméra pour un microscope électronique à transmission, finalement. Alors, c'est fragile. En fait, la durée de vie, comment dire, le seul risque, c'est la manipulation, c'est très fragile. Mais à partir du moment où c'est dans l'instrument, ça fait au bout de 10 ans, le rendement ne change pas vraiment au bout d'une dizaine d'années. Bien, j'en arrive maintenant à la sonde atomique tomographique. Et je vais parler un petit peu du principe de base. Donc, on évapore des atomes, on mesure le temps de vol, on détermine la nature chimique. Et le grand défi qu'il y a eu pendant des années, après cette invention de cette sonde atomique, c'était de faire des détecteurs, vous l'avez compris, sensibles en position.
pour avoir, à partir de la position, comme on connaît la loi de projection à partir de la microscopie ionique, pouvoir remonter à la position initiale dans l'échantillon et faire ces reconstructions 3D qu'on a vues au tout début de ma présentation. Les premiers à avoir fait ça, c'est une équipe à Oxford, l'équipe d'Alfred Cerezo et de George Smith, 1988, qu'on fait le premier détecteur qui était capable à la fois de mesurer le temps de vol et aussi d'avoir une information sur la position. Et quelques années plus tard, on voit qu'il a quand même fallu 5 ans. Vous voyez qu'il y a une équipe française du laboratoire de microscopie ionique, qui s'appelle aujourd'hui le GPM, qui a développé aussi un détecteur sensible en position. Alors la différence entre ici et là, c'est que vous voyez le mot quantitatif qui apparaît. En fait, ce premier détecteur-là, il était très bien, mais il échouait quand on avait des coups multiples. Or, vous vous souvenez tout à l'heure de la cartographie de champs électriques en surface. Il y a beaucoup d'atomes à la surface qui ont à peu près la même probabilité de s'évaporer. Donc on a très souvent des coups multiples, c'est-à-dire non pas un atome qui arrive sur le détecteur, mais 2, 3 ou 4 qui arrivent en même temps. Et là, vous devez gérer 4 temps de vol et 4 positions. Voilà. Et ces premiers détecteurs-là n'y arrivaient pas. Et cette équipe de Rouen a été la première à développer ce type de détecteur qui permettait de faire des analyses quantitatives. Donc quand vous avez un détecteur sensible en position, c'est l'image de droite que vous voyez depuis tout à l'heure, on est capable d'avoir une cartographie chimique en 2D, puisque je localise la position de mes espèces chimiques. Ici, j'ai représenté que le cuivre, pour bien voir cette petite particule ici de quelques nanomètres, qui est manifestement riche en cuivre. Et puis après, eh bien, on parlera tout à l'heure des détails, mais comme on connaît la loi de projection à partir de la microscopie ionique, eh bien, on va faire une projection inverse et on va être capable de reconstruire en 3 dimensions le volume qu'on a analysé. Donc on a évaporé couche atomique après couche atomique. Pour chaque atome, on a enregistré la position, le temps de vol, et on est capable de remonter à ce type de reconstruction-là. Juste un petit mot sur les détecteurs. Les détecteurs qu'on utilise aujourd'hui, c'est des détecteurs à ligne à retard. Donc le principe, il est le suivant. Vous avez vos ions qui arrivent ici, les galettes de microcanaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui viennent créer une gerbe d'électrons, qui vont irradier un double réseau de fils. Donc vous avez un fil noir et un fil rouge. Quand j'ai un ion qui arrive, je crée une gerbe d'électrons, et ça va me créer un signal électrique sur mon fil rouge qui va se propager. Je vais mesurer le signal ici, mais il va se propager aussi de l'autre côté. Je vais mesurer le signal là. Et grâce à la différence de temps de propagation entre les deux extrémités du fil, vous êtes capable de déterminer où a eu lieu l'impact sur le fil. Ici, vous allez avoir X, et puis là, vous allez avoir Y, vos coordonnées en 2 dimensions. Donc ça, c'est typiquement les détecteurs qu'on a aujourd'hui sur les sondes atomiques commerciales et qui fonctionnent le mieux. Oui. La distance entre les fils, eh bien, sur une sonde commerciale, je ne sais pas. Sur ceux que nous on utilise sur nos instruments faits maison, c'est de l'ordre du millimètre. Et ça nous suffit pour avoir suffisamment de résolution. Un détecteur, c'est gros comme ça. Pardon, j'aurais dû mettre des ordres de grandeur. En fait, on est limité par la taille des galettes de microcanaux. Il n'en existe pas d'un diamètre supérieur à 80 mm. Donc une taille de détecteur de son atomique, c'est gros comme ça. Gros comme un disque de 80 mm. Là, vous reconnaissez la photo que j'ai mise tout à l'heure avec Tom. Donc c'est une sonde atomique commerciale. J'ai juste dû inverser l'image parce que je voulais la comparer à ce schéma ici de la sonde fournie par Cameca. La boîte noire qui est là, c'est le laser, avec tout le système de focalisation. Tout ce qui est dans la grosse armoire au milieu, c'est l'enceinte d'analyse, qui contient notamment le système de refroidissement. Ici, on a l'échantillon, là, on a le détecteur. Un certain nombre de dispositifs dont je ne parlerai pas aujourd'hui qui permettent d'améliorer la résolution en masse. Et puis la partie gauche que vous avez ici, il y a notamment le système de transfert qui vous permet d'introduire un échantillon à l'intérieur. Comme on fait des analyses destructives, on a une enceinte de stockage, elle est ici, elle est placée là. Et puis comme il faut bien remplir cette chambre de stockage, on a évidemment un sas ici qui permet d'introduire les échantillons. Donc la conception est relativement simple, j'ai 3 enceintes à vide. Et puis l'enceinte d'analyse, c'est juste un détecteur, de la haute tension, de l'ultravide et de la cryogénie. Voilà le schéma de base d'une sonde atomique. Les ordres de grandeur, là vous voyez qu'il y a une pompe ionique. Les ordres de grandeur du vide, c'est de l'ordre de 10-10 millibars. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment sont reconstruits
les volumes de sondes atomiques que l'on voit dans toutes les publications que vous pouvez lire. Je vais vous parler ici uniquement de la manière la plus simple de reconstruire. Vous voyez que c'est une des toutes premières, hein, c'est un papier de 1995, qui fonctionne très bien, qui est encore largement utilisé par la plupart des logiciels. On peut évidemment faire des choses un peu plus sophistiquées, et j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais c'est globalement la manière la plus simple de reconstruire et qui marche admirablement bien. Donc on a les coordonnées x, y sur notre détecteur. On connaît le grandissement, ça on l'a vu tout à l'heure pour la microscopie ionique. Pour le grandissement, pour le connaître, il faut connaître la longueur L, il faut connaître le rayon. Alors comment on fait pour connaître le rayon? Sachant qu'au cours de l'analyse, vous voyez, mon rayon il va évoluer. Il est plus petit au début qu'à la fin. Première chose. Deuxième chose, si j'ai fait ce petit dessin-là, c'est pour vous montrer cette zone verte-là. Ça, c'est tout mon échantillon, mais je ne vais récolter que les atomes qui sont localisés dans cette petite zone verte ici. Pourquoi? Parce que mon détecteur il est de dimension finie. Je suis placé à une certaine distance de mon détecteur, donc j'ai un champ de vision qui est limité. Donc on ne va pas récolter tous les atomes de la pointe. Alors Kameka a récemment lancé une nouvelle sonde atomique où ils ont optimisé un petit peu ces choses-là. Ils ont un champ de vision qui couvre quasiment toute la pointe, mais généralement, ce n'est pas la situation dans laquelle on est. Donc, pardon, pour faire ma reconstruction, j'ai besoin de connaître le grandissement, j'ai besoin de connaître l'évolution du rayon en fonction du temps. Alors comme le rayon il change au cours du temps, mais que je veux toujours continuer à évaporer, vous vous souvenez la formule tout à l'heure, hein, qui lie le champ électrique au rayon et au potentiel. Puisque mon rayon augmente, eh bien, je vais être obligé d'augmenter le potentiel au cours de l'analyse pour garder un champ électrique constant qui est proche du champ d'évaporation. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on enregistre les données qu'on détecte, pour chaque ion, on va également enregistrer le potentiel auquel cet ion a été évaporé. Et à partir de ce potentiel, si je connais le champ électrique, je suis capable de déduire quel était le rayon au moment de l'évaporation de cet atome-là. Comme je connais le rayon au moment de son évaporation, je suis capable de connaître le grandissement au moment de son évaporation. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le grandissement, il change au cours de l'analyse. Ça, c'est quand même assez inhabituel quand vous faites du MET. Hein, quand vous faites du MET in situ, votre grandissement, il ne change pas au cours de l'analyse. Là, il va changer. Mais on en tient compte. Donc ça, c'est pour connaître x, y. Et puis, là où c'est incroyablement simple et où ça fonctionne remarquablement bien, c'est l'hypothèse que l'on fait pour reconstruire la troisième dimension, la profondeur Z. Ce qu'on fait, c'est que pour chaque atome, on va ajouter un petit incrément en Z, qui va être globalement le volume atomique moyen d'un atome divisé par la surface du détecteur en tenant compte du rendement. Alors ça, pourquoi ça marche bien? Parce que vous vous souvenez de la microscopie ionique, j'évapore les atomes qui sont sur les bords des terrasses atomiques. Donc, sur le détecteur, à un endroit donné, l'atome qui va suivre le précédent vient juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on est capable d'avoir une reconstruction qui marche plutôt bien avec une procédure qui est quand même extrêmement rudimentaire. Alors les paramètres que vous avez là, vous avez un certain nombre de paramètres qui dépendent de votre matériau, c'est le champ d'évaporation et le volume atomique moyen de vos atomes, qui sont deux paramètres indispensables. Alors si vous faites de la diffraction des rayons X, vous pouvez avoir le volume atomique moyen de vos atomes. Des paramètres qui sont ajustables, c'était la question de David tout à l'heure, mais K c'est quoi? Ça dépend un peu la forme de votre pointe. Donc vous allez pouvoir ajuster ces paramètres-là pour faire votre reconstruction. Des paramètres qui sont mesurés comme le potentiel et des paramètres qui dépendent de l'instrument. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais c'est bien, mais ça là, ça marche, mais si j'ai un matériau avec plusieurs phases, ou si j'ai, je ne sais pas, du carbone dans des carbures et du carbone en solution solide, le volume atomique, ce n'est pas le même. Hein. Donc comment on s'en sort dans ces cas-là? Dans ces cas-là, c'est compliqué. Et dans ces cas-là, en fait, on n'en tient pas compte. Et donc, on a quelques artefacts qu'il est bon de connaître dans les volumes qui sont reconstruits. Donc, par exemple, si j'ai des petites particules, donc une seconde phase, donc on va appeler des précipités, je vais avoir localement un rayon qui va se développer autour de ces précipités, qui va dépendre du potentiel, qui est le même pour tout le monde, toute la pointe, et du champ d'évaporation de ces précipités. Et puis j'ai un rayon qui va se développer localement pour la matrice, qui va éventuellement être différent, parce qu'il va dépendre du potentiel qui est même pour tout le monde, mais de son champ d'évaporation. Donc là, vous avez deux cas de figure représentés de façon extrêmement schématique. Ici, c'est quand le champ d'évaporation des précipités est inférieur à celui de la matrice.
j'ai une forme de concavité avec ici, vous voyez, une focalisation, un peu de surfocalisation des ions. Et puis quand j'ai mon précipité qui a un champ d'évaporation qui est supérieur, c'était le cas des carbures de niobium qu'on a vu en microscopie ionique tout à l'heure, j'ai une espèce de protubérance qui va me générer une défocalisation de mes trajectoires. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que dans nos volumes, quand on les reconstruit, on n'en tient pas compte, hein, tout le monde a le même champ d'évaporation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans ce cas-là, je vais surestimer la taille de mes précipités, et là, je vais sous-estimer leur taille. Et puis, il y a une petite zone entre les deux où on risque d'avoir un petit peu de mélange matrice-précipité. Donc là, sur la quantitativité de nos mesures, ça peut devenir problématique. Alors, on a bien compris, ça, on l'aura, ce problème-là, principalement quand on aura des toutes petites particules. Quand on a des précipités qui sont relativement gros, on a moins ce problème-là. On peut se mettre loin de l'interface pour éviter ces problèmes-là. Et puis, on ne l'a pas toujours. Quelquefois, on a des précipités qui, par chance, ont un champ d'évaporation qui est assez proche de celui de la matrice. Alors, malgré ça, quelle est la résolution de l'instrument? J'ai pris un exemple ici pour l'illustrer. On a parlé un petit peu dans les précédents exposés de la phase B2. Voilà, je ressors de la phase B2 dans un alliage fer-alu. C'est des données qui datent des débuts de la sonde atomique tomographique. Vous voyez ici une analyse qui a été effectuée avec un échantillon qui était orienté dans une direction qui était proche de la direction 001. Et on retrouve ici, alors cette structure B2 elle est représentée là, en jaune on n'a représenté que les atomes d'aluminium. Et on retrouve ici les plans de surstructure riches en aluminium. Et puis si je fais mon petit circuit de burger ici, vous voyez là où j'ai 29 plans, en bas j'en ai 28. Ça veut dire qu'au milieu, là quelque part, il y a une dislocation. Et au milieu, là quelque part, vous voyez, il y a aussi beaucoup de points rouges. Et les points rouges, c'est du bord. Donc ça, c'est l'évidence expérimentale directe d'une atmosphère de Cottrell sur une dislocation. Donc ça vous dit que la résolution spatiale, elle n'est pas si mauvaise, puisqu'on est capable de reconstruire dans nos volumes ces plans atomiques. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la résolution en profondeur, suivant la direction de la pointe, la direction d'analyse. La résolution latérale, elle n'est pas si bonne, notamment parce que notre pointe, ce n'est pas une jolie hémisphère. Hein. On a vu, il y a des bords de terrasse atomiques. Donc ça génère des aberrations de trajectoire. Et la résolution latérale, elle est plutôt entre 0,4 et 0,7 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de reconstruire le cristal. Ça veut dire que vous n'aurez jamais d'informations cristallographiques très précises à partir d'un jeu de données de sonde atomique tomographique. Alors là, j'ai mis quelques ordres de grandeur pour vous fixer un petit peu les idées. Combien d'atomes, typiquement, on récolte lors d'une analyse? Ça va être de l'ordre de 5 à 50 millions. Voilà. Alors, au-delà, parfois, c'est possible. Hein, ça va dépendre. On a un angle de cône, donc à un moment, on va être obligé de s'arrêter. La limite ici, c'est après, il faut traiter vos données. Hein. Donc, traiter un jeu de données en 3D avec 50 millions d'atomes, ça peut commencer à devenir compliqué. Mais c'est typiquement les ordres de grandeur sur lesquels on est aujourd'hui. Ça correspond à des volumes de cet ordre-là, hein, 50 nanomètres cubes ou 100, 200 en profondeur. Le temps qu'il faut pour faire ça, ça dépend à quelle vitesse vous allez évaporer votre pointe. Typiquement 1 à 10 heures. Mais le taux de succès n'est jamais de 100%. Alors pourquoi le taux de succès n'est jamais de 100%, même quand vous avez un super bel échantillon par l'intérieur de la préparation? Pourquoi ça ne marche pas toujours? Eh bien parce que sous l'effet de ce champ électrique, vous avez une contrainte très importante qui est générée sur l'échantillon, mais qui est proche de la contrainte théorique à la rupture des matériaux. Hein. Vous voyez ici, là, de l'ordre de 10 puissance 10 pascal, la contrainte qui s'exerce sur votre matériau. Et ça engendre parfois, même souvent, des ruptures prématurées de l'échantillon. Vous augmentez le potentiel, ça augmente le champ électrique. Et puis la contrainte, elle devient tellement forte que votre échantillon, il casse. Et puis là, c'est fini, il faut en mettre un autre et vous recommencez. Alors, à titre indicatif, parce que c'est vraiment dépendant de l'utilisateur, qui peut s'y prendre plus ou moins habilement, ça dépend de l'instrument, ça va dépendre de la qualité du vide, de la température. Mais globalement, si vous étudiez des matériaux purs, ce qui présente assez peu d'intérêt, le taux de succès il est assez important, ce n'est pas tellement un problème. Sur les alliages, on s'en sort à peu près, généralement c'est de l'ordre de 50%. Les alliages base nickel sont très faciles, sont plutôt plus par là. Les alliages d'alu plutôt un peu plus par là. Titane, magnésium, zirconium, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et puis quand on commence à faire des choses, alors les verres métalliques, c'est souvent un peu un cauchemar. Et puis alors là j'ai mis multicouches, mais c'est d'une manière générale tous les matériaux avec des microstructures très complexes ou très déformées. Quand vous avez beaucoup de dislocations, beaucoup de joints de grains, tout ça c'est des points de fragilité ou de concentration de contraintes qui font qu'on a beaucoup plus de ruptures. Il y a certains matériaux, c'est très compliqué de les analyser. Alors puisqu'on parle d'échantillons, comment on fabrique les échantillons pour la sonde atomique?
si vous étudiez des HEA, ces matériaux métalliques, alors pour les réfractaires, c'est peut-être compliqué de faire de l'électrochimie, mais pour les autres, vous pouvez tout à fait faire de l'électrochimie, et voici la manière dont on s'y prend. Ça, c'est un petit fil que j'ai obtenu à partir de mon échantillon. Et puis, sous une binoculaire, on a une petite boucle là, de platine dans laquelle on met une goutte d'électrolyte, et puis par un mouvement de translation périodique et régulier, donc ça, vous le faites à la main, puis vous regardez dans la bino, et vous faites une attaque électrolytique localisée. Et puis, en balayant votre petit fil avec cette boucle d'électrolyte, vous formez un col, et puis il y a un moment où ce col se rompt, et vous faites une pointe. Alors, vous faites même 2 pointes, hein, mais généralement, il y a une extrémité qui tombe et que vous perdez. Mais on fait, voilà, et ça, c'est l'échantillon qu'on va récupérer. L'avantage de ça, c'est que ça prend quelques dizaines de minutes à faire. Mais évidemment, vous ne savez pas où vous avez fait votre échantillon. Et pour certains matériaux, on n'est pas capable de faire l'électrochimie, notamment tout ce qui est matériaux semi-conducteurs, par exemple, où on est obligé d'utiliser un faisceau d'ion focalisé, donc le FIB. Donc ça, je pense que c'est peut-être des techniques sur lesquelles vous avez... Enfin, Marc en a parlé un petit peu dans sa présentation. Le principe, il est un peu le même. Hein. Comme pour une lame TEM, on va prélever un mur avec un micro-manipulateur et puis coller un petit bout de ce mur sur un support. Et puis après, avec un... Alors là, l'usinage est différent de ce qu'on fait pour une lame mètre, mais avec un usinage annulaire, on va être capable de générer cette forme de pointe ici. Alors on fait attention à minimiser quand même un petit peu les défauts. On ne veut pas implanter trop de gallium ou de xénon dans notre échantillon quand on fait ça. Donc on a des procédures sur lesquelles, assez spécifiques, mais c'est exactement comme pour la microscopie électronique à transmission. Alors dans le cas des matériaux métalliques, l'avantage c'est quand même vraiment d'aller chercher l'endroit où vous voulez faire votre analyse. Donc là j'ai choisi un exemple. Bon, c'est une météorite métallique, c'est de mon collègue Fred Danois. C'est des météorites qui contiennent beaucoup de fer et de nickel. Vous voyez qu'on a différentes phases, la phase alpha, la phase gamma austénitique. Et il s'est intéressé notamment, on a des gradients, on a une transformation qui s'est produite au cours du temps, et on a des gradients de concentration. Donc vous voyez ici, là j'ai une phase qui est pauvre en nickel, ici j'ai une phase qui est riche en nickel, mais on a un gradient de composition qui s'est formé au cours du temps. Et donc il s'est intéressé à ces zones-là, la microstructure de ces zones-là, dans le gradient en nickel. Donc on prélève une petite lamelle dans le FIB. Donc là, vous avez la phase gamma, ici la phase alpha, qu'on a pu identifier par EBSD. Vous vous souvenez du cours d'EBSD qu'on a eu en début de semaine. Et puis après, on est capable d'aller préparer des pointes à différents endroits, à différentes distances de l'interface alpha-gamma. Et puis, en utilisant du TKD, on peut identifier où sont ma phase alpha et ma phase gamma. Et notamment ici, ce qui l'intéressait, c'était de déterminer la distance exacte à l'interface pour pouvoir savoir où il se situait dans le gradient de concentration. Voilà. Et puis là, c'est pour montrer pourquoi c'était important de le faire dans ce cas-là. Hein, quand on voit que là, à l'interface, effectivement, on a bien un côté pauvre en nickel et riche en nickel. Et puis là où c'était riche en nickel, finalement, ce n'est pas purement gamma. On voit qu'on a aussi des phases pauvres en nickel. Dans ces zones-là, on a quelque chose qui ressemble à de la précipitation. Et puis ici, on a juste une solution solide. Voilà, donc ça vous permet vraiment de savoir où vous travaillez. Évidemment, quand vous faites de l'électrochimie, c'est un peu plus au hasard et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Alors que je fasse de l'électrochimie ou du FIB, forcément ma surface va être un petit peu endommagée, oxydée, donc toute la petite surface là, c'est pas super. Hein, mais pourquoi c'est pas grave? Parce que vous voyez, je reviens sur le volume que nous on va évaporer et qui va nous intéresser, c'est la partie verte qui est là. Finalement, il n'y a que le tout début de l'analyse où on va éventuellement récupérer cette zone endommagée, donc récupérer peut-être un petit peu de gallium ou un petit peu d'oxyde. Mais très vite, on va être à l'intérieur de notre échantillon et dans une zone qui n'est pas affectée par la préparation. Donc ça, ce n'est pas un problème, contrairement à d'autres techniques. Alors j'en arrive maintenant à la partie sur le traitement des données. Comment on réalise le traitement des données. J'ai choisi ici cette illustration-là, elle est prise de cet article-là que je vous recommande, qui résume assez bien de façon simple les différents traitements qu'on peut faire. Voilà, mesurer des compositions locales, faire des profils, filtrer les données et faire des mesures statistiques. C'est les 4 points que je vais traiter maintenant dans la suite. Alors, comme vous avez votre volume en 3 dimensions, vous avez éventuellement dedans des objets qui vous intéressent. Donc ici, en l'occurrence, c'est des petites particules avec une matrice. Et puis, vous pouvez vous poser la question, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la composition de cette matrice. Alors quand vous faites ça, vous allez devoir faire l'hypothèse que votre matrice elle est
homogène, hein, puisque vous allez faire une mesure locale et vous allez en déduire une information sur l'ensemble. Alors si vous faites ça, bah, c'est purement statistique. Il faut imaginer la matrice comme un milieu infini et vous faites juste un comptage, vous prenez des atomes au hasard. Donc là, c'est juste le hasard, c'est juste de la statistique. Donc on retrouve un écart type classique pour une distribution normale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez un article et qu'on vous met un plus ou moins quelque chose sur des mesures de composition en sonde atomique, c'est un intervalle de confiance. Donc moi, souvent, j'utilise plus ou moins 2 sigma. Ça veut dire quoi, plus ou moins 2 sigma? Ça veut dire que la composition de ma matrice, elle est dans cet intervalle-là de plus ou moins 2 sigma, avec un intervalle de confiance de 95,4%. Mais il reste 5% de chance que ma composition soit en dehors de ça. Certains utilisent plus ou moins sigma. Ça réduit un petit peu, hein, mais là, vous n'êtes plus qu'à 68%. Et puis, si vous voulez être très conservateur, vous allez prendre plus ou moins 3 sigma. Bon, généralement, les gens prennent plus ou moins 2 sigma. Parfois, ils ne le disent pas. Mais c'est un intervalle de confiance. Voilà. Alors maintenant, si on se pose une autre question, c'est quelle est la composition de cette particule-là? C'est une question qui est très différente. Pourquoi? Parce que si on avait un rendement de détection de 100%, on pourrait répondre à la question exactement, il y aurait 0 intervalle, 0 erreur, puisqu'on compte les atomes directement. D'accord? Pour la matrice, vous ne pourrez jamais récolter tous les atomes de la matrice, donc il y aura toujours cette erreur statistique. Par contre, pour un précipité, le jour où on sera capable de faire un rendement avec un taux de détection de 100%, eh bien, on pourra déterminer exactement la composition de la matrice avec, il n'y aura plus ou moins à côté. Alors pourquoi on a quand même aujourd'hui un plus ou moins? Donc c'est à cause de ce rendement. Eh bien, vous voyez bien ici que si ce rendement était de 1, le sigma il tombe à 0. Et donc, pour une particule, on doit tenir compte de ce rendement dans le calcul de l'erreur qui est donnée. Mais dans tous les cas, ça reste un intervalle de confiance, exactement comme précédemment. Donc ça veut dire que ça dépend de l'instrument que vous utilisez. Hein. Si vous avez, pour connaître la composition exacte de cette particule-là, je ne parle pas d'une phase, hein, je parle de cette particule-là. En fonction de l'instrument que vous avez, l'incertitude va être plus ou moins grande. Évidemment, plus vous récoltez d'atomes dans cette particule, meilleure sera la précision de votre mesure. Alors maintenant, je voudrais revenir sur une des questions qui avait... Oui. Alors ça dépend, ça c'est une autre question, je l'aborderai après. Ça veut dire à partir de quel moment tu considères qu'un atome appartient à ton précipité ou à la matrice? Quels sont les atomes que tu prends en compte pour déterminer cette composition? Donc là je fais l'hypothèse qu'on prend que ceux qui sont dans mon précipité. Mais effectivement c'est une question qui est importante. Là, je voudrais revenir sur une question qu'a posée Anna, je crois, il y a quelques jours. C'était pendant la présentation de Jean-Marc, qui disait, c'est les données de la thèse de Thomas Heiger, qui disait, mais le profil, là, il est vachement étalé à l'interface. Regarde, ça s'étale sur entre 5 et 8 nanomètres. Donc, on a une épaisseur d'interface de 3 nanomètres. Est-ce qu'on a des interfaces vraiment abruptes dans ce système-là entre les particules et la matrice? Pour répondre à cette question-là, il faut savoir comment on fait un profil de composition. Donc, vous remarquez, là, il y a dans le volume, là, il y a une petite boîte rouge qui a été dessinée. Donc, moi qui ai l'habitude, je comprends tout de suite comment le profil ici a été obtenu. Pour obtenir un profil tel que celui-là, on définit une petite boîte, comme la petite boîte rouge qui est là. Et puis dedans, je vais prendre un volume d'échantillonnage que je vais promener à l'intérieur de ma boîte. Et pour chaque position, je vais être capable de calculer une composition. Pour calculer une composition, il vous faut des atomes. Donc pour ça, on prend une petite boîte. Voilà, et qu'on va promener. Et pour chacune de ces positions, on va tracer la concentration. Alors quand vous faites ça, je viens de parler avant de statistiques, évidemment, vous voulez une bonne statistique, donc vous voulez une boîte qui est grosse pour avoir un maximum d'atomes pour minimiser l'erreur. Mais si elle est grosse, votre boîte, évidemment, vous allez avoir une convolution entre l'épaisseur du volume d'échantillonnage et l'interface, et donc ça va vous lisser la largeur de l'interface. Donc on a envie que ce soit petit, notamment pour pouvoir bien visualiser ce gradient chimique. Mais si c'est petit, vous allez avoir une mauvaise statistique. Donc là, vous voyez que les barres d'erreur, elles sont très petites. Je suis sûr que là où vous êtes, vous ne les voyez même pas. Voilà, ce qui veut dire qu'il avait dû prendre un volume d'échantillonnage relativement gros, parce que ce qui l'intéressait, c'était la composition à cœur ici et la composition à cœur là. En plus de ça, on ne sait pas trop faire un volume qui va s'adapter à la forme de l'interface entre le précipité et la matrice. Enfin, c'est un peu compliqué à faire.
Enfin, en tout cas, là, ça n'a pas été fait. Donc, si je prends une boîte avec une interface plane et que je la translate dans ce volume rouge-là, et ben, vous voyez que la courbure ici va me générer en plus un gradient supplémentaire. Donc voilà, pour répondre à Anna ici, ce grand gradient qu'on voit là à l'interface n'a certainement aucune existence physique, mais plutôt lié à la manière dont Thomas avait réalisé ce profil, sachant que lui, ce qui l'intéressait encore une fois, c'était de connaître la composition dans la matrice et dans le précipité, et il avait choisi cette solution-là. Le taux d'évaporation en fonction de l'élément, on les détecte tous avec la même probabilité. Par contre, il peut y avoir, comme j'expliquais tout à l'heure, si on a un champ d'évaporation différent entre la particule et la matrice, un effet de grandissement local qui fait qu'au niveau de l'interface, on va effectivement avoir un mélange artificiel en plus. Donc c'est une autre contribution supplémentaire. Et pour ça, il suffirait de vérifier qu'on a ou pas ces effets de grandissement locaux dans ce système-là. Mais je crois qu'ils étaient assez limités. Alors, pour rebondir partiellement, parce que je ne vais pas complètement répondre à la remarque de Yann. Comment on fait pour déterminer si un atome est dans une phase ou dans une autre, et comment je fais pour visualiser les différentes phases? Pour ça, on a besoin de filtrer les données. Alors, filtrer les données, quand on a des jeux de données qui sont de plusieurs millions d'atomes, il y a beaucoup de façons de faire. Ici, je vous montre celle qui est la plus efficace d'un point de vue numérique, parce qu'elle est très rapide et après, elle permet de faire les meilleurs traitements. Donc, généralement, c'est celle qu'on utilise pour les gros jeux de données. Et là, je vous la représente en 2D. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une grille 3D de composition. Donc, notre volume analysé, on le coupe en petits cubes. Et pour chaque petit cube, on calcule la composition. Et ça nous fait une grille de composition. Et après, si j'ai une position ici, un atome là, si je veux connaître la composition autour de cet atome-là, eh bien, je fais une interpolation linéaire des compositions des boîtes qui sont autour. Donc, en 3D, vous n'avez pas 4, vous en avez 8. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, en faisant ça, on est capable d'avoir une idée de la composition chimique autour de chacun des atomes dans mon volume. Et là, si vous mettez un critère de composition, vous êtes capable de filtrer. Donc voilà, c'est mon jeu de données avant filtrage. Là, j'ai filtré avec un critère de composition. Et puis après, vous êtes capable d'identifier chacun de vos précipités. Alors évidemment, il faut bien choisir son critère. S'il n'est pas assez sévère, vous allez avoir un peu de matrice peut-être pris dans votre précipité. Et s'il est trop sévère, vous allez exclure des atomes du précipité. Alors ça, c'est important parce que quand on a beaucoup de précipités comme ça, si je veux faire de la statistique sur la taille, sur la forme, sur la composition, on a besoin de les extraire pour faire des traitements globaux sur l'ensemble des précipités. Et puis, c'est ce qui vous permet de faire des belles images que vous voyez parfois, comme celle-là, où là, on a représenté quelque chose qui est un peu mixte. Chaque petit point bleu, c'est un atome d'aluminium. Et puis, vous voyez ces grosses zones jaunes. Là, en fait, c'est la surface qui sépare des zones de différentes compositions. Donc, à l'extérieur, c'est là où j'ai moins de 15% d'or. Et à l'intérieur, c'est là où j'ai plus de 15% d'or. Et ça, c'est fait grâce à la grille de composition dont je vous ai parlé avant. Et en faisant, grâce à cette grille de composition qu'on est capable de générer, on peut faire des cartographies chimiques 2D. Donc là, je représente juste un plan à l'intérieur de mon volume, et puis la distribution de la concentration. Alors ici, c'est en or. Le rouge, c'est quand j'ai pas d'or, et puis quand j'ai à peu près 30%, là où c'est violet, à l'intérieur de mes particules, 30%, c'est à peu près ce qu'on attendait pour la phase AL2-AU. Voilà, donc ici, vous avez à la fois une information spatiale, on voit la taille de mes particules, et puis en même temps, on a une information chimique grâce au code couleur qui est donné là. Ma dernière diapo sur les traitements de données, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, c'est sur le traitement statistique. Le traitement statistique, il a beaucoup été développé, notamment, vous voyez ici, c'est écrit, mesurer les compositions de tout petits précipités. Et je pense que Yann y pensait à ça tout à l'heure, quand c'est tout petit, je suis dans la matrice ou je suis dans mon précipité. Ça a toujours été un grand défi, parce que savoir s'il est dans la matrice ou pas. Donc il y a des moyens statistiques qui existent pour évaluer ça. Notamment, on va explorer pour chaque atome ses premiers voisins. Et donc, on peut tracer la représentation de ces premiers voisins et comparer ça à une distribution aléatoire. Donc ça, c'est des outils qui existent, qui vous permettent notamment de définir si on a eu de la mise en amas, donc si on a des clusters qui existent ou pas, si votre solution solide, elle est homogène ou pas. Alors, j'en arrive à la troisième partie de mon exposé.
où je vais arrêter de parler de sonde atomique et je vais parler un peu d'autres techniques. Ici, c'est un schéma assez classique qui vous représente les performances des différents outils d'imagerie et d'analyse qui sont à notre disposition en sciences des matériaux. Donc là, vous avez en bas, c'est la résolution spatiale, et puis là, sur l'échelle verticale, c'est la sensibilité de ces techniques-là. Donc plus on est en bas, là, plus c'est sensible, et plus on est à gauche, plus la résolution est élevée. Donc vous voyez ici, ça c'est d'après Kameka le domaine de la sonde atomique tomographique. Ils sont un petit peu optimistes sur la gauche et sur le bas, mais bon. Vous voyez ici que ça recoupe des techniques dont je vais vous parler maintenant, qui sont l'ILS et l'EDS. Donc c'est des techniques qu'on exploite en microscopie électronique à transmission et qui permettent aussi de faire de l'analyse chimique à l'échelle atomique dans les matériaux. Alors, Marc a déjà parlé de microscopie électronique à transmission, donc moi je vais faire très rapide. Marc avait 120 diapos, et moi ça va être 10 diapos. Alors, ce que vous avez présenté, Marc, c'était principalement ce qui se passe là. C'est-à-dire que lorsque vos électrons interagissent avec votre échantillon, il y a de la diffusion élastique et de la diffusion inélastique. Et la microscopie conventionnelle se base principalement sur la diffusion élastique et le contraste de diffraction dont Marc a beaucoup parlé. Et moi, je vais vous parler plutôt de ce qui se passe des électrons qui interagissent avec les échantillons de manière inélastique en générant des rayons X ou bien en ayant des pertes d'énergie qu'on va pouvoir étudier par spectroscopie. Alors, pas toujours, mais souvent, quand on fait de la microscopie électronique à transmission analytique, on utilise le mode STEM, qui est aussi très différent de la microscopie que Marc nous a présentée en début de semaine. La microscopie conventionnelle, on a un faisceau parallèle et on cherche à ce qu'il soit le plus parallèle possible. En STEM, on va faire un peu comme dans un MEM, on va focaliser notre faisceau d'électrons le plus possible. Donc on a un faisceau qui est convergent, et puis on va scanner notre échantillon, et puis pour chaque point, on va récupérer des signaux, que ce soit un spectre ou que ce soit un signal sur un détecteur. Donc ça, c'est le mode STEM, c'est-à-dire Scanning Transmission Electron Microscopy. Alors, la chose la plus élémentaire à faire en STEM, c'est d'utiliser des détecteurs annulaires, et notamment des détecteurs à grands angles, en anglais High Angle Annular Dark Field. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si on regarde les électrons qui sont diffusés par mon échantillon, ici c'est l'angle auquel ces électrons sont diffusés, et ça c'est l'amplitude qu'on récolte. Et bien, vous voyez que pour les grands angles, eh bien, ça va dépendre fortement du rayon atomique. On va avoir un contraste qui va être très fort. Donc ça va nous permettre d'avoir un contraste en Z. Donc on a un détecteur annulaire qui nous permet de récolter les électrons qui sont diffusés aux grands angles. Et quand on fait ça, eh bien, on récupère plus de signal quand les électrons ont interagi avec des atomes à numéro atomique élevé. Donc ça vous donne typiquement une cartographie chimique avec un contraste en Z. Sur cette image-là, vous voyez qu'on a des précipités très brillants. Là. Ils contiennent du zinc et du cuivre. Alors, ce n'est pas tout à fait le même niveau de gris, ce qui veut dire qu'ils ne doivent pas avoir tout à fait la même composition chimique. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous voyez, on peut faire des images à faible grandissement. Ici, l'échelle, c'est 1 micron. Et si vous avez un microscope avec un correcteur d'aberration sphérique sur les lentilles condenseurs, donc Marc a un petit peu parlé de ces défauts qu'a l'optique électronique intrinsèquement, ces aberrations sphériques qui vous empêchent de bien focaliser votre faisceau d'électrons en un point. On a des lentilles correctrices qui vous permettent d'avoir une sonde qui va être plus petite que la distance que vous avez entre deux colonnes atomiques. Et donc, quand vous scannez votre échantillon, vous êtes capable de faire des images à l'échelle atomique. Et Marc a parlé un petit peu de la haute résolution en mode conventionnel, en expliquant que c'était une image d'interférence. Le contraste est souvent difficile à comprendre. On a besoin souvent de modélisation. Pour le STEM, c'est pas toujours très simple, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis notamment le fait d'avoir ce contraste en Z qui est beaucoup plus simple à interpréter. Et ici, voilà, on a clairement un précipité en forme de plaquette riche en cuivre dans une matrice d'aluminium. Et on voit même qu'on a un contraste qui varie à l'intérieur de ce précipité. Donc on devine qu'il y a des colonnes qui sont plus ou moins riches en cuivre dans cette phase θ' qui a germé dans l'aluminium. Alors l'autre signal que vous pouvez récolter, si vous êtes familier du MEB, eh bien, c'est un peu ce que vous faites dans un MEB, c'est récolter les rayons X qui sont réémis par les atomes de l'échantillon avec l'interaction des électrons incidents. Ce sera juste une diapo sur l'EDS, parce que le temps m'est compté, je crois. C'est parfait. Alors,
comme dans un MEB, l'EDS, il vous permet de faire des cartographies chimiques. Alors là, j'ai repris mon image d'avant en STEM HA-ADF, et puis on voit ici la distribution des atomes de zinc, de cuivre et d'aluminium. Donc on peut faire des cartos, on peut faire des profils, on peut faire des mesures de composition locale. On peut même faire des cartographies chimiques jusqu'à l'échelle atomique, hein, quand on a un microscope suffisamment stable, un échantillon qui ne contamine pas trop, et puis suffisamment d'adresses pour faire ça, et quand c'est nécessaire. Je suis toujours embêté sur la limite de détection et la précision de cette technique. Ça marche admirablement bien, mais c'est souvent un peu des boîtes noires quand vous utilisez les logiciels. Hein, vous cliquez et puis ouais, on a l'impression que ça marche très bien. Alors la limite de détection, c'est vous voyez un pic sur votre spectre et vous voyez, si vous détectez ce pic, c'est qu'il y en a. Mais ça veut pas être, c'est parce que vous voyez ce pic que vous allez être capable de bien ajuster votre spectre pour faire une mesure quantitative de la composition. Donc moi, je pense que la précision, elle est de l'ordre de 0,5 à 1% atomique si vous n'utilisez pas d'échantillons de référence. Alors, quand on utilise des échantillons de référence, on peut améliorer un petit peu ça, mais généralement, dans nos microscopes, c'est très rare les gens qui aujourd'hui utilisent encore des échantillons de référence pour faire de la quantification en EDS. Il y a quelques années, on disait que c'est très mauvais pour les éléments légers, carbone, oxygène, azote. Aujourd'hui, avec les nouveaux détecteurs, c'est plus vrai. Le seul truc qui nous pose encore problème, c'est le carbone, parce qu'on a malheureusement toujours de la contamination en carbone dans un microscope. Donc ça, c'est toujours difficile à éviter. Mais quantifier l'oxygène et l'azote, ça reste, c'est devenu jouable. Alors l'autre technique analytique que vous pouvez utiliser dans un microscope électronique à transmission, c'est ce qu'on appelle les pertes d'énergie, ELS, Electron Energy Loss Spectroscopy. Donc pour ça, on va utiliser un spectromètre. Donc c'est un champ magnétique qui vous disperse dans l'espace les électrons en fonction de leur énergie. Typiquement, on va obtenir un spectre avec différents seuils qui vont correspondre à différentes pertes d'énergie qui sont caractéristiques des atomes qui sont dans votre échantillon. Je vous montrerai après un exemple. Donc là, de la même manière que pour l'EDS, vous pouvez faire des cartos, vous pouvez faire des profils, vous pouvez faire des mesures de composition locale. Je ne parle pas là de ce qu'on appelle FTEM, qui est en mode parallèle, où on peut se servir aussi du spectro pour faire des images. C'est un autre mode. Là, je parle que du STEM. Alors, de la même façon, on a peut-être une limite de détection. Là, je suis peut-être optimiste à 0,1%. Et puis une précision probablement aussi de l'ordre de 0,5 à 1% atomique. C'est des ordres de grandeur qui comptent. Vous voyez que la sonde atomique est effectivement beaucoup plus précise. Et donc, on en parlera après. Quand on a besoin d'aller chercher des mesures de composition sur des éléments ultra minoritaires, c'est évidemment pas avec ces techniques-là que vous allez le faire. Ce qui est important avec l'ILS, c'est que c'est une technique de spectroscopie, donc ça vous donne une information aussi sur l'environnement local des atomes. Donc vous pouvez avoir accès à l'état de valence, vous pouvez avoir aussi des informations sur les placements, et Marc en a parlé un petit peu, c'est ce qui nous permet notamment, en regardant sur le pic des placements, de faire des cartographies d'épaisseur de vos échantillons. Voilà, donc là, juste pour illustrer tout ce que j'ai dit sur la microscopie électronique à transmission, avant de faire un espèce de comparatif avec la sonde atomique, on a parlé un petit peu d'oxydation ces derniers jours, quoique pas tellement. Donc j'ai choisi ici, comme exemple, du titane, un alliage de titane qui a été oxydé. La surface, elle est en bas, on l'a recouverte avec du tungstène, là 2 fois même. Donc c'est la zone brillante que vous voyez ici en HADF. Et puis ça s'est oxydé par ici. Donc si on fait de l'EDS, donc ça c'est un spectre typique d'EDS, ceux qui ont l'habitude de faire ça en MEB, vous trouvez à peu près les mêmes choses. Ici c'est le nombre de coups qu'on a compté sur le détecteur en fonction de l'énergie des rayons X, et on a différents pics qu'on est capable d'indexer. Puis on est capable de faire des cartos. Alors là, les codes couleurs là, ils ne sont pas géniaux. Ici là, on a la distribution du titane, du molybdène, le tungstène qui est en surface, ça a juste été rajouté pour protéger la surface. Et puis ici, notamment l'oxygène et l'azote. Le titane adore ces 2 éléments-là, l'azote et l'oxygène. Donc on voit ici une zone qui contient un peu de titane et surtout pas mal d'oxygène, et puis une zone qui contient du titane ici et pas mal d'azote. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a du TIN et du TiO2 qui s'est formé au cours de l'oxydation. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu d'ILS. J'ai ma surface qui est toujours en bas. Ici, c'est un spectre qui est obtenu dans la zone où on suspectait du TIN. Donc on a un seuil, un pic ici qui correspond à l'arrêt K de l'azote, et puis ici un seuil qui est caractéristique du titane. Et puis ici, quand on va dans cette zone-là, on retrouve le seuil du titane et de l'oxygène. Donc voilà, on est capable aussi de détecter la phase TiO2. Ce qui est très intéressant, je disais, c'est une technique de spectroscopie qui vous donne une information sur l'environnement local. Vous voyez que si je regarde là le doublé du titane, ici il est comme ça. Si je regarde le doublé du titane en bas dans TiO2, vous avez les pics là qui se sont dédoublés. Ce n'est pas un artefact, ça.
C'est juste parce que l'environnement du titane est très différent dans TiO2 et dans TiN. Et puis on peut faire pour chaque point, enregistrer ces spectres-là et puis faire une cartographie chimique. Alors ici, on a combiné la cartographie chimique en prenant sur le seuil de l'oxygène, on voit qu'il y a beaucoup d'oxygène en bas, et sur le seuil de l'azote, on voit qu'il y a beaucoup d'azote en haut, et puis à l'interface, on ne sait pas trop comment c'est. Voilà. Je me rapproche de la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la sonde atomique, dont j'ai parlé beaucoup, et la microscopie électronique à transmission analytique, dont j'ai parlé un peu moins? L'avantage certain de la microscopie électronique à transmission, c'est que vous pouvez avoir à la fois une information combinée sur la structure, puisqu'on peut voir des défauts, on peut voir des structures cristallographiques, et sur la chimie. J'ai mis multiscale characterization, ça veut dire que vous pouvez faire du faible grandissement et du fort grandissement. On peut faire des images presque comme dans un MEB, et puis des images où on va être capable de voir une résolution atomique, donc ça c'est un énorme avantage. Pour caractériser les défauts, c'est absolument la technique qu'il faut utiliser, et Marc en a beaucoup parlé. L'avantage aussi, c'est qu'on peut rendre son matériau un petit peu vivant, hein. On peut faire des essais de déformation, on peut faire des traitements thermiques, faire des transformations de phase dans le microscope, on peut même avoir des microscopes environnementaux. La 3D, j'en ai pas parlé, elle est possible, mais elle est quand même limitée, hein. C'est ce qu'on appelle la tomographie, donc avec des séries type T, on est capable de reconstruire, mais la résolution, typiquement, ça ne va pas être fou, quoi. Ça va être de l'ordre de 10 nanomètres. Alors si on compare à la sonde atomique, pourquoi cette technique-là va être idéale? Vous avez la morphologie 3D en thème, hein, on a toujours une projection, donc quand on voit quelque chose qui est rond, on ne sait pas si c'est un cylindre qu'on voit du haut ou si c'est un ballon de rugby. Voilà. Donc évidemment, quand vous avez la morphologie 3D, ça vous aide tout de suite à mieux comprendre les choses. Et puis quand on veut avoir la composition de particules de taille nanométrique, on n'a pas ce problème de la projection d'une particule qui va être dans un volume qui va être beaucoup plus épais. Alors, détecter et localiser des impuretés ou des éléments mineurs, je pense que vous avez été convaincus, hein, sur les limites de détection. On a plusieurs ordres de grandeur. Donc évidemment, ça va être un instrument de choix pour ça. Et puis, c'est exactement ce dont on a besoin pour détecter les ségrégations sur les défauts, des dislocations ou des joints de grains. Et quelquefois, on peut avoir besoin de combiner les deux. Alors, dans le quart d'heure qu'il me reste, même pas, ça va durer moins longtemps que ça, je vais vous parler un petit peu de microscopie corrélative. Pourquoi c'est intéressant de combiner à la fois la microscopie électronique à transmission et la sonde atomique. Alors ça, c'est des images qu'on a déjà vues dans l'exposé de je ne sais plus qui. C'est Matthias Herbig qui a fait ça, au LPIE à Düsseldorf. Ici, vous avez une pointe de sonde atomique avec des tout petits grains. Donc, dans le microscope électronique à transmission, on est capable de faire une cartographie d'orientation, hein, un petit peu comme vous faites en TKD dans un MEB. Et puis, on peut après, une fois qu'on a fait ça, analyser cet échantillon en sonde atomique. Alors, pourquoi il a fait ça? Parce que là, vous voyez qu'avec la sonde atomique, c'est super pour le carbone, on n'a pas de contamination, on a une détection qui va être excellente et puis une quantification qui va être très bonne. Alors on voit qu'on a des ségrégations du carbone au joint de grain, on a aussi des carbures qu'on précipité, mais surtout des ségrégations. Et si vous lisez ce papier-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la désorientation entre ces différents joints de grain et il a corrélé ça à la quantité de carbone qu'il a détectée sur ces joints de grain. Donc vous pouvez faire une corrélation directe entre la concentration, la quantité de carbone ségrégée sur les défauts et la désorientation des joints de grain. Donc là, c'est l'intérêt de combiner les deux techniques. Pourquoi ça peut être intéressant aussi? Ça, c'est dans un alliage d'aluminium, des précipités. On peut avoir différents types de précipités avec différentes structures cristallographiques. Alors, vous allez être parfaitement capable de déterminer la structure cristallographique de vos précipités en faisant un peu de diffraction dans le mètre. Mais pour déterminer leur composition chimique, hein, quand ils sont au milieu d'un échantillon qui fait 100 nanomètres d'épaisseur, c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, ici, là, on a pris le même échantillon, enfin, c'est mon ami Williams Lefebvre, qui a pris cet échantillon, on l'a analysé en sonde atomique, et on retrouve les mêmes précipités dans le volume analysé. Et donc, à partir de l'information cristallographique qu'on a là et de l'information chimique qu'on a là, on est capable d'avoir une description parfaite des différents précipités et éventuellement de relier les différentes morphologies qu'on voit aussi à différents types de précipités. Alors, le dernier point, et c'est peut-être un petit peu moins optimiste, je vais aller sur des choses un petit peu moins enjolivées maintenant. J'ai évoqué tout à l'heure certains problèmes qu'on avait quand on avait des matériaux multiphasés à cause de ces effets de grandissement locaux. Donc, on a parfois des difficultés à bien reconstruire les volumes qu'on a analysés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une image de notre échantillon avant l'analyse, l'analyser, et puis après, faire coller les deux et ajuster notre construction en 3 dimensions
pour que les dimensions que j'ai là collent exactement avec celles que j'ai là dans toutes les dimensions de l'espace. Donc ça, quand on a des problèmes de reconstruction, c'est typiquement une procédure qu'on peut suivre. On peut aussi faire, là c'est là que je voulais évoquer la tomographie en mètres. Alors quand vous faites de la tomographie à partir d'une pointe comme ça, c'est super parce que vous avez un bon contraste en Z pour voir vos précipités riches en soluté, mais vous n'êtes pas nécessairement capable de déterminer la structure cristallographique de chacun de ces précipités-là, de tous, ça peut être compliqué. Par contre, à partir du jeu de données de sonde atomique tomographique, vous allez pouvoir, à partir d'un critère en composition, faire un filtrage et puis identifier que voilà, certains de ces précipités là qui sont en jaune, je ne sais plus ce que c'est, ça c'est du θ', et puis les autres, ça des précipités T1, je crois. Et après avoir voilà, cette visualisation en 3D d'un volume qui est un petit peu plus grand en tomographie en mètres qu'en sonde atomique. Alors, je vais aller maintenant un peu plus vers ce sur quoi on s'oriente pour résoudre ces problèmes-là de reconstruction que je n'ai pas beaucoup évoqués, mais qui sont vraiment prégnants depuis très longtemps maintenant et sur lesquels on continue à travailler. Le problème qui se pose quand j'ai un matériau AB, deux phases différentes, donc ça c'est de la modélisation, deux phases avec des champs d'évaporation différents. Donc vous voyez qu'au début tout se passe bien, mais quand j'ai évaporé ma phase A, ici là il se passe des choses un petit peu étranges au niveau de l'interface, et ça génère des problèmes dans la reconstruction. Donc pour pouvoir prendre ça en compte, ce dont on a besoin, ce qu'il faudrait en fait, c'est pouvoir observer l'échantillon en train de s'évaporer et voir comment sa forme change au cours du temps. Donc évidemment, dans une sonde atomique, ça vous ne pouvez pas le faire, vous l'évaporez, mais sans voir ce qui se passe. Donc pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir combiner dans un seul instrument une sonde atomique et un microscope électronique à transmission. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au GPM. Donc ça, c'est le dernier microscope qu'on a acheté dédié pour ce projet-là, dans lequel on va mettre un détecteur de sonde atomique qu'on essaie de rendre compatible avec la colonne MET. Et ici, vous voyez le porte-objet. Alors ça, c'est le porte-objet qui uniquement permet d'apporter de la haute tension. On en a un aussi qui permet d'apporter et la haute tension et il faut refroidir aussi, donc refroidir l'échantillon, donc la cryogénie. Vous voyez ici, là, c'est l'image de l'échantillon qui est à l'intérieur. Et donc, on est capable d'évaporer cet échantillon à l'intérieur du microscope. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore mis le détecteur de sonde atomique parce qu'on vient d'obtenir l'accord de Geol d'ouvrir derrière pour pouvoir mettre ce détecteur. C'est pas sans conséquence, parce que si après, le jour où on enlève le détecteur, le microscope ne marche plus, c'est la faute à qui? Donc, on a trouvé un accord pour avoir le droit d'ouvrir et puis d'avoir surtout les plans de la pièce polaire parce qu'on ne veut pas aller abîmer la pièce polaire du microscope. Le porte-objet, lui, il est prêt, donc très rapidement, on pourra faire ça. Et avec le cadre des STEM qui a été évoqué dans plusieurs discussions, j'ai entendu, dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, on a l'ambition de faire des cartographies de champs électriques au voisinage de l'échantillon. On peut faire des cartographies de champs électriques extrêmement précises, et ça peut nous permettre de mieux comprendre l'évaporation pour les matériaux dans lesquels on a des phases différentes et qui nous génèrent aujourd'hui des problèmes. Voilà. Et c'est Gangsha qui revient, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'exposé. On va repasser en revue les différents points que j'évoquais au tout début dans cet article de Gangsha, qui lui est assez optimiste sur tout ce que peut vous apporter la sonde atomique tomographique. Moi, le message que je veux faire passer, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faut, ce à quoi vous devez penser quand vous voyez des données de sonde atomique. Alors, quand vous voyez des données de sonde atomique qui s'intéressent à l'homogénéité des solutions solides et éventuellement à l'ordre à courte distance, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous aurez toujours besoin d'un traitement statistique. Ça veut dire que faire un petit profil comme ça, c'est très joli. Faire des images comme ça, c'est magnifique. Mais ça ne vous donne absolument rien. Ce qu'il faut faire, c'est un traitement statistique, comme ce qui a été fait là. On peut détecter s'il y a de la mise en amas. Si dans ce matériau-là, j'ai des amas, je ne sais pas, de cobalt qui se forment, avec un traitement statistique, on le verra. Par contre, même si certaines personnes vont vous dire « mais oui, de l'ordre à courte distance, moi, avec la sonde atomique, je vais pouvoir en sortir avec un traitement statistique », moi, personnellement, je n'y crois pas. Pour deux raisons, vous l'avez vu, on n'a pas un taux de détection qui est de 100%, 80% dans le meilleur des cas. On a aussi du bruit, on en a parlé un petit peu, et puis on a une résolution spatiale qui est quand même limitée. Donc de là à aller ressortir la structure icosaédrique comme on a dans les liquides, etc., c'est la même problématique dans les verres métalliques. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est incapable de faire ça, même si on voit des articles qui sortent où les gens essaient d'extraire cette information-là, qui malgré tout est très importante. On est proche de la surexploitation des données, je pense. Alors, quand vous vous intéressez à des précipités nanométriques, ce qu'il ne faut pas oublier,
c'est que pour les toutes petites particules, il ne faut jamais oublier qu'il peut y avoir des effets de grandissement locaux. Donc vous voyez là, ce qui est intéressant, là, c'est qu'ils prennent un profil à travers des particules de différentes tailles. Et ben, comme par hasard, ils ont des compositions différentes. Alors vous avez aussi la convolution du volume d'échantillonnage avec la particule, donc ça on en a parlé tout à l'heure, mais on peut avoir aussi des effets de grandissement locaux qui vont naturellement affecter plus les petites particules que les plus grosses. Bon, et puis là je crois que c'est des particules riches en cuivre. Bah, bon, ceux qui ont l'habitude, ils savent que le cuivre dans les matériaux métalliques, c'est un élément qui a un bas champ d'évaporation. Donc typiquement, si la température n'était pas adaptée pour cette analyse-là, éventuellement on va perdre de manière sélective du cuivre. C'est un des problèmes dont je vous ai parlé. Donc ça fait partie des paramètres importants qu'on trouve dans la section 2 des articles Experimental Details, où quelquefois il faut être un petit peu vigilant. Voilà, les profils, ils sont lissés. Ne surexploitez pas les pentes que vous voyez là. Ce n'est pas forcément des interfaces diffuses, même si elles peuvent exister. Ce n'est pas juste un profil comme ça qui vous permettra de le dire. Et puis la barre d'erreur qu'on vous donne, alors quand on vous la donne, là il n'y en a pas, c'est mal. Quand on vous la donne, c'est un intervalle de confiance. Donc éventuellement, on peut se poser la question de quel est l'intervalle de confiance compris les gens qui vous ont donné les données. Ça peut être du plus ou moins sigma, plus ou moins 2 sigma, plus ou moins 3 sigma. Parfois, on n'a pas l'information. Et le dernier point, quand on s'intéresse aux ségrégations. Alors, encore une fois, pas oublier aux effets de grandissement locaux. Vous vous souvenez du bord sur la ségrégation que je vous ai montré tout à l'heure? On a vu qu'on avait un nuage assez diffus. Alors bon, je pense qu'avec voilà, Cottrell avait plus ou moins prédit que ce serait diffus, mais on sait bien aussi qu'on a une partie de... Voilà, on ne sait pas si c'était vraiment comme ça dans le matériau, parce qu'effectivement, si le bord, il y a un peu de rétention en surface, eh ben, ça va affecter sa position dans le volume reconstruit. La température, évidemment, est toujours importante pour les mesures quantitatives. Dans le cas des ségrégations, c'est bien gentil de faire un profil, mais de mon point de vue, ce n'est certainement pas la meilleure manière de quantifier une ségrégation. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens physique. Hein. Vous voyez bien, en fonction de la taille de votre volume d'échantillonnage, vous allez trouver 0,15%. Si vous prenez un volume plus fin, ça va monter peut-être à 2, 3, 4%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc généralement, on calcule plutôt l'excès au joint de grain, ou bien on va calculer ça en nombre de monocouches au joint de grain. Mais voilà, les profils, c'est toujours assez trompeur. Et puis alors là, l'épaisseur des 2,3 nanomètres, si vous n'avez pas l'information de l'épaisseur du volume d'échantillonnage qui a été utilisé, s'ils ont pris un volume d'échantillonnage de 2 nanomètres d'épaisseur, c'est peut-être juste que vous avez une ségrégation sur un plan atomique, et puis que ce que vous voyez là, c'est 2,3, c'est finalement la convolution du volume d'échantillonnage. Et vous voyez, là, il y a des petits pics, là, ça, c'est le bruit. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a toujours du bruit de fond, et notamment sur les minoritaires. Alors quand on calcule une compo globale, on va le soustraire, le bruit, mais localement sur un profil, le bruit, on ne peut pas l'enlever de ce volume-là. Hein. Donc là, chaque petit point de bord ici, là, il est fort probable qu'en fait, ça, ce n'est pas du bord, c'est juste du bruit. Mais c'est un événement qui est arrivé dans l'intervalle du spectre de masse qui correspond au rapport masse-surcharge du bord. Donc jamais oublier qu'il y a toujours du bruit. Voilà. Si tout ça vous a plu et que vous voulez en apprendre un petit peu plus, si vous avez une semaine et que vous aimez les écoles, on en a une au mois de novembre. Je pense qu'il reste encore quelques places. Il n'y a pas la plage, mais c'est bien aussi. Voilà. Si vous avez un peu moins de temps, on a écrit un livre sur les cours que l'on donne dans cette école. Donc là, je pense qu'en une journée, vous pouvez parcourir ce livre qui vous retracera dans le détail tout ce que j'ai dit là aujourd'hui. Et lui, vous pouvez l'emmener à la plage. Et si vous avez juste une heure, je vous conseille cet article-là qui est paru dans Les Reflets de la physique. Il est en français, mais il reprend de manière très concise à la fois la base et également les derniers développements instrumentaux que l'on fait au laboratoire. Je vais terminer juste avec 2 petites annonces, parce que vous êtes intéressés par les matériaux à haute entropie. Donc vous savez peut-être qu'il y a des industriels qui fabriquent des alliages complexes. On a un laboratoire commun avec la société Manoir Industrie, qui fabrique des matériaux qu'on peut qualifier d'alliage à haute entropie. Et ils recrutent un ingénieur R&D. Donc voilà, si certains d'entre vous peuvent être intéressés par cette offre d'emploi, donc c'est pour ça que je me permets de faire la promotion. Et puis, si une carrière académique vous intéresse, parce que ça peut être bien aussi une carrière académique, on recrute 2 maîtres de conférences en 2024.
voyez les mots-clés là, métallurgie, microscopie. Donc métallurgie, je pense que la plupart d'entre vous, c'est des choses qui vous intéressent. Si utiliser des techniques de microscopie telles que celles que je vous ai montrées, ça vous intéresse aussi, je suis à votre disposition pour discuter de vos projets. Voilà. Merci.